Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Plus on s'approche de la présidentielle de 2021, les débats font rage, les déclarations aussi, mais aussi les révélations. Alors, Constitution de 2019, apprenons-nous, tout serait minutieusement mis en place pour un maintien le plus longtemps possible du système talon. Le terrain balisé pour que l'homme se maintienne au pouvoir, mais pas que lui, mais toute une lignée. À quoi vivre un Bénin des années 60 et bien avant. Une dynastie qui ne dirait pas son nom. Présidentielle de 2021, le Bénin en roue libre pour une dynastie, c'est le thème en débat. Et pour nous aider à élucider la préoccupation que bon nombre de voix commencent par élever, l'ancien garde des Sceaux, Valentin Agossou, il est l'une des figures emblématiques qui pense que le Bénin court effectivement dans un vide qui ne dit pas son nom, qu'il faudra arrêter le plus tôt possible pour permettre à ce que la vitrine démocratique redevienne une réalité. Pour cet instant, débat, décryptage, beaucoup plus, nous serons en compagnie de Landry Salanon, déjà en place, mais avant, nos salutations au garde des Sceaux, déjà en position. Monsieur le ministre Valentin Agossou, bonjour à vous. Oui, bonjour Monsieur Yetongi, bonjour Monsieur Salanon, bonjour à toute l'équipe de Sika TV Bénin. L'équipe vous répond à sa façon, oui. Vous l'avez si bien introduit, Landry Salanon, vous recevez les salutations de tous. Oui, bonjour Monsieur le ministre Valentin Agossou. Bonjour Monsieur Salanon. Merci d'accepter. Voilà, ça va très bien, on rend grâce. Merci d'accepter notre invitation. Nous sommes là pour recueillir, comment dit-on un peu, vos observations sur la nouvelle constitution. On rappelle d'ailleurs que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, à travers une requête de quelqu'un qui a donc requis l'anonymat, a demandé à l'État béninois de prendre toutes les dispositions pour abroger. Vous avez vous-même effectué une sortie, Valentin Agossou, pour étaler à la face du monde vos observations par rapport à cette constitution. Et l'article 41 nouveau de cette constitution nous parle désormais de l'introduction de la vice-présidence au niveau de cette constitution. Sur ce point, qu'en pensez-vous? Quelle est votre lecture, Valentin Agossou? Merci beaucoup, Monsieur Salanon. Je crois que la Cour africaine des droits de l'homme a rendu un énorme service au peuple béninois parce que la constitution du 7 novembre 2019, qu'il appelle la constitution talon, c'est ce que j'ai appelé la pyromanie. Vous voyez, c'est une constitution suffisamment dangereuse et grave. Et comme vous l'avez si bien dit, l'article 41 nouveau, donc de cette loi 2019-40 du 7 novembre 2019, qui porte révision de la loi 90-102, a curieusement et avec ruse inventé un poste qu'ils ont appelé poste de vice-président. Vous voyez, c'est intitulé « Un vice-président de la République assure la vacance de la présidence de la République dans les conditions fixées à l'article 50 de la présente Constitution ». Et lorsque vous vous référez effectivement à l'article 50, il est dit que en cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission, empêchement, tout ce que vous voulez, et que le président de l'Assemblée est saisi et qu'il constate la vacance, et que là, le vice-président exerce le reste de la durée du mandat du président, et qui prête immédiatement, soulignez bien le mot, immédiatement, il prête serment. Et ce qui est grave, et qui fait penser effectivement à l'introduction d'une dynastie au Bénin, je le dis, je le précise, et je le maintiens, je certifie, je confirme que c'est une dynastie qu'on veut introduire au Bénin. On dit qu'il désigne, c'est-à-dire le vice-président qui est devenu président à cause de la vacance de la présidence de la République, il désigne au plus tard 48 heures après prestation de serment, après avis consultatif du bureau de l'Assemblée. Avis consultatif, vous savez bien ce que ça veut dire, avis consultatif. C'est-à-dire, on demande, bon, il n'y a aucune obligation. Et lorsque nous savons qu'aujourd'hui, nous n'avons pas une assemblée, ce qui est là, ce n'est pas une assemblée, c'est un truc complètement vassalisé, c'est rien du tout. Et
donc, le vice-président qui est devenu président nomme rapidement, 48 heures après, un nouveau vice-président de la République, conformément à l'article 44, et cette fois-ci sans le parrainage. Vous voyez comment c'est concocté? C'est-à-dire, le président, lorsqu'il est empêché, il y a vacances, le vice-président qui a été élu avec lui en duo devient le président de la République. Mais lui-même maintenant, lui désigne un nouveau vice-président qui n'est pas élu. Et ce nouveau vice-président peut devenir par la suite lui aussi président de la République. Et dans le cours du débat, je vais vous montrer la gravité de cette disposition qui prouve à suffisance qu'on veut instaurer au Bénin une dynastie. Puisque le thème porte sur cette question, je propose, sauf votre avis, qu'on y aille déjà. Qu'est-ce que cela peut bien cacher? Comment l'on peut, d'une démocratie enviée, aller directement à une dynastie? Oui, vous savez, la démocratie béninoise, qui est enviée par le monde parce que nous avons eu ce génie d'avoir inventé la conférence nationale en 90, et depuis 91, nous avons connu des alternances démocratiques apaisées. Et ça n'a jamais raté, les élections ont été organisées à bonne date. Mais comme je l'ai dit, je ne peux pas comprendre qu'une constitution qui a été le produit de la conférence nationale, donc du consensus, et c'est en ça que la Cour africaine des droits de l'homme a bien raison de balayer cette constitution et toutes les lois subséquentes. Vous avez vu comment on a procédé pour faire cette conférence-là? Et toutes les forces vives de la nation étaient réunies. Et c'est après ça qu'il y a eu le corps constitué donc des cadres qui ont eu à réfléchir, à pondre cette constitution. Et il y a eu une large consultation, il y a eu une popularisation, tout ça. Et il y a eu un référendum qui a eu lieu le 2 décembre 1990. Donc, cette constitution est devenue notre constitution. Mais subitement, on vient maintenant pour changer à l'insu de tout le monde et on introduit un poste de vice-président et on dit, mais écoutez bien ce que je dis, monsieur Yatondi, on dit en cas de vacances de la présidente de la République, pas décès, ben, vous savez, ce décès-là peut être naturel comme ça peut être criminel. Pas d'émission. Ça peut être volontaire ou suscité. On peut donner de l'argent avec ce que nous vivons depuis 2016 là. On peut donner de l'argent, je prends l'exemple que c'est peut-être toi, Yatondi, et qui est un vice-président, je peux vous donner de l'argent pour des coups, mais tu démissionnes. On dit le vice-président, ou bien pas empêchement définitif. L'empêchement en question, ça peut être un cas de force majeure, comme on peut même envoûter les gens. On peut même faire un empoisonnement là. Je vous dis, depuis 2016, il y a plein de choses, je ne peux pas tout dire sur le plateau. Des gens qui meurent, on se lève, on voit des gens mourir. Ou bien après, on va dire qu'on a vu des gens dans un puits, on a vu des gens dans la brousse, tout ça, vous savez comment ils meurent. Et on dit maintenant que le vice-président, qui avait été élu avec le président de la République, en duo, lorsque vous vous référez à l'article 43 de cette constitution révisée là, ça dit que c'est en duo qu'ils sont élus. Mais qui est devenu président de la République, après vacances de poste, peut simplement, c'est-à-dire le vice-président là, qui est devenu président, peut simplement à lui seul désigner un vice-président de la République. Après simple avis consultatif de l'Assemblée nationale. Et cette fois-ci, on dit c'est sans parrainage. Mais pourquoi avoir-t-on inventé alors cette affaire de parrainage? Autrement dit, pour que les gens me comprennent bien, que les gens me suivent, il faut que les gens comprennent parce que c'est suffisamment grave cette dynastie qu'on veut installer au milieu d'une démocratie. Autrement dit, le vice-président, qui pourrait lui aussi devenir à son tour président de la République, en cas de vacance de la présidence de la République, pourrait être désigné par un seul citoyen. Même si ce citoyen, qui fut vice-président, est devenu président de la République, n'en demeure pas moins qu'il est simplement un citoyen. Un président de la République, ce n'est pas une nomination, ce n'est pas une désignation. C'est une élection, c'est un suffrage universel qui s'exprime. Mais on me dit que le vice-président qui est devenu président, 48 heures seulement peut désigner un vice-président. Et que ce vice-président, sans compter le parrainage,
et il devient président, il est là. Donc un seul citoyen peut ainsi, par acrobatie, se substituer à tout un peuple. Vous comprenez ce que je dis là? Et imposer le président de la République. Peut-être que vous n'avez pas encore bien compris ce que je dis. Je vais vous donner une illustration. Allez-y, pour l'illustration. En 2021, parce que, voilà encore un autre problème. On dit que cette disposition prend effet à partir de, comment vous appelez ça, à partir de l'élection présidentielle de 2021. Pourquoi ça va commencer à partir de 2021? Pourquoi on n'est pas allé en 2026? Alors que dans la même constitution, on dit que les nouvelles dispositions relativement à l'élection des conseillers communaux, aux élections législatives, ça doit prendre effet à partir de 2026. Mais curieusement, en ce qui concerne le président de la République, on dit que ça doit prendre effet à partir de 2022. Et pourquoi? Je vais vous expliquer ça simplement. Voilà. Pourquoi selon vous? Vous savez, voilà, c'est ça que je vais vous expliquer. Ne soyez pas pressés. Je vais aller de façon très très pédagogique pour que vos téléspectateurs puissent comprendre ce que nous disons. Et pour mesurer la gravité, la dangerosité, la méchanceté, l'esprit machiavélique de ceux qui nous dirigent. Vous voyez, en 2021, et je vous le dis, c'est ça qui va se passer. Allez, écrire ça quelque part. Le président Talon sera candidat, même s'il dit dans sa tournée qu'il va revenir en janvier pour dire aux gens qu'il sera candidat. Tout ce qu'il dit, et suivez-le bien, hein. À des endroits donnés, il dit non, je ne sais pas. Ah, Boumé, il a parlé en fond, je suis fond comme lui. Comme s'il était au salon avec sa famille, riait, et il disait oui, Mimoro, toi, fond, t'es dit, vous avez vu que le pays a décollé, non? Bon, mais, est-ce que dans les sacs comme ça? Mais je dis, donc ça veut dire tout. Ça veut dire qu'il est là, il est candidat. Ailleurs, il a jusqu'à dire, oui, la situation est difficile, ça peut durer 5, 10, 15, même 20 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il pense, lui et son clan, faire au moins 20 ans au pouvoir. Et je vous dis que je veux faire une illustration. En 2021, ce qui va se passer, voilà à peu près. Le président Talon sera candidat. Donc, il n'y a même plus de doute par rapport à ça. Il est candidat. Et selon la nouvelle constitution, donc l'article 41, nouveau 42, tout ça, que notre ami Salanon a cité tout à l'heure, et moi je vous ai donné lecture, il doit avoir un duo. C'est-à-dire, désormais, n'allons plus avoir un seul candidat. On va avoir un candidat qui est le président, on va avoir un second candidat qui est le vice-président. Le président Talon va choisir quelqu'un du Nord. Et les gens auxquels, moi je pense, pour le moment, je pense au ministre Abdoulaye Biochane, je pense au ministre Saka Lafia, je pense à l'honorable Briand. Mais c'est les deux là, Briand et Biochane le plus. Simplement pourquoi? Parce qu'il va vouloir recueillir quelques voix dans le Nord pour se dire qu'il n'est pas seul. Et pour qu'on dise également qu'il y a, même s'il est contre l'équilibre régional, pour qu'on dise que oui, il a un peu contre de l'équilibre régional. Donc Abdoulaye Biochane ou Briand sera son vice-président. Lorsque l'élection est faite et qu'ils sont élus, 6 mois, 8 mois ou plus, parce que c'est une dynastie, et je vous dis, aucun cas, il ne faudrait pas que les gens se fassent d'illusions, aucun cas du Nord n'est dans la lignée de cette dynastie. C'est une dynastie qui veut instaurer, et c'est dans une lignée, c'est que lui, il a une famille qui veut faire perpétuer à la magistrature suprême. 6 mois, 8 mois, la loi dit que le président de la République peut éjecter le vice-président de la République. Le vice-président de la République peut être démis par le président de la République. Donc, le président de la République va le démettre, va démettre Briand ou Abdoulaye Biochane et va nommer, bon, j'ai dit nommer parce que ça, il va envoyer le nom à l'Assemblée nationale qui va voter et va envoyer le nom de Bokar Olivier. Parce que ce que vous ne savez pas, vous savez en principe le deal entre le président Talon et Bokar Olivier au départ, c'était que Talon allait faire un mandat et après Bokar Olivier aussi viendra faire un mandat. C'est vous qui le dites? Oui, je vous le confirme. C'est vous qui le dites? C'était ça le deal. Parce qu'en réalité, ne vous trompez pas. Patrice Talon et Bokar Olivier, c'est deux faces de la même monnaie. C'est deux faces de la même médaille. C'est-à-dire qui dit Talon, dit Bokar Olivier. Vous les voyez toujours en duo. C'est-à-dire n'importe où vous les voyez comme des jumeaux.
Moi, j'ai eu, quand j'étais ministre de l'économie maritime, lorsque la première fois que moi j'ai reçu M. Talon dans mon bureau, il était venu avec Boko Olivier. Après, lorsqu'on voulait, il a formé son gouvernement et Djogoueno a été nommé ministre et il fallait reprendre légèrement le bureau de l'Assemblée nationale pour mettre le second secrétaire parlementaire, tout ça, l'ancien maire comment vous appelez ça, de Lokosa. D'après Sossou. D'après Sossou, on était contre, il l'a invité chez lui. Mais c'est ensemble que les gens également sont arrivés. Partout il est. Même les révisions de la Constitution, là, on a reçu dans les locaux Saint-San, mais comment vous appelez ça, les villas présidentielles. C'était trois. Il y a Boko Olivier, il y a le président Talon et il y avait Djogoueno. C'est eux qui. Djogoueno avait un petit portable, un petit ordinateur portable, il lisait les titres, les trucs. Et c'est le président et Boko Olivier qui traitaient. Bref, c'est pour vous dire que Boko Olivier égale Talon, Talon égale Boko Olivier. Donc le président va désigner Boko Olivier comme vice-président. Comme ça, le cadre du Nord, Bian ou Biochane, sera donc éjecté et Boko Olivier devient vice-président. Au plus tard, en 2022, le président Talon lui-même va démissionner. Parce que la loi lui donne cette faculté de pouvoir démissionner. Donc, il va démissionner. Et lorsqu'il démissionne, c'est le vice-président, donc Boko Olivier, qui devient président de la République. Alors qu'il n'a pas été élu, hein, c'est ça que je vous dis. Il n'a pas été élu. C'est le président, c'est un seul citoyen qui s'est levé dans une république. Donc, franchement, autant, c'est pour ça que même, une fois encore, je dis, la Cour africaine des droits de l'homme a bel et bien raison de jeter à la poubelle notre constitution. Parce qu'on ne peut plus s'appeler république. Non. C'est devenu une monarchie. C'est ce qui est planifié là. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Donc, Boko Olivier, qui n'a pas eu l'onction du peuple béninois, devient ainsi président de la République. Et c'est dit dans la loi que lui-même a 48 heures pour désigner un vice-président. Vous savez, la dynastie dont je parle, s'il fallait désigner quelqu'un, par exemple, c'est Joannès Dayon, mais Joannès Dayon et Boko Olivier ne s'entendent pas très bien. Il y a une rivalité entre les deux, parce que... Vous sortez aux informations d'où là? Vous êtes tellement ancré dans les détails, c'est vrai, c'est votre avis, on vous suit très bien, mais... C'est mon avis, vous pouvez contester, vous êtes libre de contester tout ce que je dis, et les gens sont libres de contester. D'accord, allez-y. Mais je ne vais pas faire de petits débats, sinon, s'il y a des ministres comme moi, je peux faire des débats, mais je ne vais pas... bon, c'est pas que je sous-estime les gens. D'accord, ils ne s'entendent pas, vous dites. Je vous dis, suivez bien mon raisonnement, sinon vous n'allez pas comprendre. Sinon, vous ne pas permettre à la population de comprendre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une rivalité. Je ne dis pas Djogoueno, Dayon et Boko Olivier, c'est comme des rivaux. Sinon, Boko Olivier, lorsqu'il devient président, devrait nommer, mais prendre, désigner comme vice-président Joannès, ou bien Djogoueno, ou bien Odin Aladatin, ou bien le ministre des Finances, son nom échappe chaque fois là. Alors, parce que pourquoi également le ministre des Finances? Vous savez, le président Amoussou Bruno. Ministre Wadaï. Voilà, Wadaï, très bien. Wadaï. Voilà, devenu Wadaï. Donc, voilà un peu l'allié. Le président Amoussou Bruno, qui est également patron de l'UP, je crois, son problème aussi, c'est que aucun fils du Mono n'a jamais été président de la... Quand je dis Mono Koufo, oui. Attendez, n'a jamais été président de la République. Donc, on aurait bien souhaité que ce soit quelqu'un de là-bas qui soit vice-président. Mais si on met les deux vice-présidents au sud, les gens, ça va trop jaser, les gens vont trop parler. C'est pourquoi on veut juste tromper les gens pour prendre. Donc, pourquoi Olivier pourrait prendre Wadaï comme vice-président, comme il prend Djogoueno, tout ce que vous voulez. De toute façon, le problème n'est pas là. Mais dans le cheminement, ils vont se rendre à l'évidence que ça va être trop gros et ça va être trop flagrant. Du coup, on va dire, mais étant donné que c'était quelqu'un du Nord qui était là et qu'on a enlevé, il va falloir mettre encore quelqu'un du Nord pour tromper les gens. Et c'est là où on va faire recours au ministre Soumanou Djemba, qui, cette fois-ci, va devenir vice-président. Par contre, c'est un poste vide. Et je vais vous dire pourquoi c'est un poste vide. Je vais vous le dire tout à l'heure. Comme ça, Boko Olivier devient président de la République, sans élection. Le vice-président qui va désigner, qui peut être Djemba ou tous ceux que j'ai cités là, vont devenir également vice-président de la République sans élection. Vous voyez comment c'est grave? Qu'un seul individu désigne le président.
un seul individu désigne le vice-président. Et désormais, on rentre dans ce cycle. Mais lorsqu'on va rentrer dans ce cycle, ça ne va pas s'arrêter là. C'est que chemin faisant, la situation qu'ils ont créée, la situation ira de mal en pire. Il y aura une déconfiture de la situation politique, de la situation sociale, de la situation économique. Au point où, à un moment donné, vers les années 2024 ou bien 2025, la situation économique va devenir extrêmement dégradée, dangereuse. Pourquoi? Je vous avais déjà dit, je ne sais pas si c'est chez vous, bien sûr, quelle chaîne j'ai dit ça, que les 2/3 du PAG, ce sont les anciens projets de régime de Yahya Boni, où les financements ont été trouvés bouclés. Bon, en son temps, les gens ont raconté ce qu'ils veulent raconter, mais le président Talon lui-même a reconnu qu'il a trouvé des milliards pour les routes. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je vois certains s'asseoir, des anciens ministres, s'asseoir, tels que mon frère du village, tout ça, ou devant eux, on dit que non, c'est l'argent qu'on voulait, qu'on a pu économiser pour faire des routes, c'est un faux problème. Donc, la plupart de ces projets, que ce soit les projets d'eau, les projets d'infrastructure routière, tout ça, qui aujourd'hui, peut-être que vous ne le savez pas, vous savez, quand tout le temps on dit on est sur le marché financier, toutes les semaines, et on dit oui, c'est parce que le Bénin a une bonne santé. Quelle bonne santé? Non. C'est du blanchiment d'argent. Ça, je vous le dis, je vous le certifie. Est-ce que vous avez la preuve, monsieur le ministre? Voilà. Ça fait trop facile, là, blanchiment d'argent. Tout ce que je dis là, je dis le temps viendra. Ouais, bon, je veux pas aller trop loin, mais eux-mêmes ils savent qu'on sait, qu'on les suit. Tout est tracé. Parce qu'en réalité, regardez la plupart des chantiers là, les sociétés auxquelles on donne ces chantiers. Vous avez vu, à la présidence là, il y a des blancs qui ont posé des pavés. Il n'y a plus personne. La GETU là, lorsque nous avions fait la conférence, et le monstre de Souza a fait créer la GETU, qui est dirigée par mon grand frère Koti. C'est une agence à grande intensité de main-d'œuvre, voilà. Travaux publics à grande intensité de main-d'œuvre. On est allé chercher même des blancs pour venir poser des pavés au Bénin. Il n'y a plus de Béninois pour pouvoir faire ça. Bref, donc ces sociétés, la plupart de ces sociétés, c'est des sociétés grandes. Et on prend tous ces sous qu'on envoie dans les paradis fiscaux. Donc ça va là-bas, ces banques mettent les fonds là encore à la diffusion de certains établissements qui prêtent ces sous au Bénin sous le couvert d'emprunt obligataire. Et on ramène ça encore dans le pays, et après on retourne encore, c'est du recyclage. Donc, comme la plupart de ces projets vont commencer par venir à terme, et qu'eux-mêmes, ils n'ont pas pu mobiliser beaucoup de ressources pour pouvoir faire des chantiers, vers les années 2024-2025, la situation va devenir tellement grave, tellement tendue. Et les gens vont commencer à dire, ah oui, pourquoi Olivier n'a pas géré autant que le président Talon, encore que c'est les mêmes, c'est les mêmes Talon au pouvoir, pourquoi Olivier au pouvoir, c'est pareil. Les gens vont commencer à crier. Parce qu'on est en train d'aller vers 2026. Et là, comme ça, on va dire, bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, il vaut mieux que le président Talon revienne encore. Ils vont faire leur jeu. Et voilà, le président Talon va revenir encore. Et derrière tout ça aussi, il y a un aspect que je dois signer. Vous savez qu'il y a une loi qui avait été votée où désormais les présidents d'institutions doivent avoir, est-ce que c'est salaire que je vais dire, je ne sais pas comment je vais dire, en tout cas, ils auront quand même une rémunération, que ce soit les anciens présidents de la République, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, les anciens présidents de la Cour suprême, de la Haute Cour, tout ce que vous voulez. Donc, le fait de faire succéder des membres de la famille au pouvoir, non, même s'ils ne sont plus là, ils vont tous également avoir droit à ces salaires pour alourdir encore les charges salariales. Bref, donc, désormais, ça veut dire quoi? À tout de rôle, aujourd'hui, je vais dire à Salano, bon, c'est toi que je nomme vice-président, tu viens, je ne veux pas, je vais te démettre. Comment se fait-il que nous ne sommes pas dans un système parlementaire et que c'est le président de la République qui va demander à l'Assemblée nationale de démettre un vice-président? Un vice-président qui a été élu en duo avec lui. De quel pouvoir un président va faire? Donc je vous ai dit que cette histoire de vice-présidence, même cette histoire même de parrainage, c'est juste un raccourci ponctuel pour exclure l'opposition de l'élection présidentielle de 2021, l'histoire du parrainage, bien sûr, je vais dire, parce que par la suite, on dit que le vice-président qui va être choisi, qu'on ne tient plus compte du parrainage. Mais si c'est vrai que le parrainage c'était pour limiter les candidatures, pour limiter les fantaisies, comment se fait-il que chemin faisant,
on va s'abstenir de ça pour désigner un vice-président. Donc, alors qu'on sait bien que celui-là peut devenir un président. Donc, on est en train de rentrer dans une situation qu'on a appelée dans les perspectives à l'affaire 2025, la situation Wahala. Wahala, comment je vais dire, c'est pétrin quoi. Pétrin. C'est pourquoi je dis que c'est de la pyromanie, l'invention de ce poste de vice-président au plan. Mais écoutez, pourquoi même avoir décidé de faire un vice-président? Est-ce que vous avez fait l'effort de lire la Constitution pour savoir un peu les attributions de ce vice-président? Valentin Denoté-Ngosso, on allait poser justement la question. Finalement, est-ce que c'est le principe que vous décriez ou bien le contenu de la fonction? Je décris le principe et je décris également le contenu. Je décris le principe simplement parce que je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire l'idée qui est derrière. Et c'est ça que les gens doivent... Il faut que les gens allument leur cerveau pour comprendre. Ce n'est pas en réalité... Quand je vais décrire les fonctions, vous allez voir que c'est de la faculté, c'est inutile complètement ce poste-là. Peut-être que je vais décrire ça avant de revenir faire la conclusion. Ok, allez-y la description de la fonction. Alors, et vous allez, si vous prenez la Constitution Talon de 7 novembre 2019, vous allez dire, on a dit la suppléance du président de la République en cas de vacance du poste, c'est, vous prenez l'article 54 nouveau, les alinéas 10 à 13. Article 54 nouveau, les alinéas 10 à 13. On dit le président, suivez-moi très très bien. Je vous en prie, vous voulez bien ne pas m'arrêter, parce que je vous connais, quand on veut dire des choses qui sont sérieuses là, vous ne commencez pas à arrêter les gens là. Le président de la République ne peut déléguer aucune de ses attributions au vice-président de la République. Donc je suis sûr que vous ne m'avez pas suivi. Très bien, c'était clair. Article 54 nouveau, alinéa 10 à 13. Le président de la République ne peut déléguer aucune de ses attributions au vice-président de la République. Vous me suivez? Oui. Donc, ça servira à quoi finalement? Le vice-président de la République peut être démis de ses fonctions par l'Assemblée nationale sur saisine du président de la République pour manquement grave. Donc ne me dites pas qu'on a bien dit l'Assemblée nationale, ne me dites pas ça. Parce que nous savons bien que ce qui est là, ce n'est pas une assemblée. C'est 83 là. Qui vote même les lois et après pour aller à la Sénat demander ce que ça veut dire là. Ce n'est pas une assemblée ça. Donc, la saisine est faite par le président de la République. C'est envoyé à l'Assemblée. On dit le vice-président de la République peut être démis de ses fonctions par l'Assemblée nationale. Un vice-président qui a été élu par le peuple, dit-on. Un vice-président qui a été élu par le peuple peut être démis par le président de la République. Et on dit, pour manquement grave, qu'appelle-t-on manquement grave? Lorsque vous prenez la Constitution, du début jusqu'à la fin, nulle part cela n'a été défini. On va me dire, non, peut-être il faut aller qu'on aille voir ça peut-être dans le code pénal, mais dans le code, je ne sais pas dans quel code. Mais je dis nulle part. Donc, je me lève aujourd'hui, j'ai M. Salanon comme mon vice-président. Je lui ai dit, M. Salanon, mais aujourd'hui, là, quand il me salue, là, il a renvoyé la mine. C'est un manquement grave au président de la République. Je l'enlève. Or, c'est pas ça. En réalité, c'est pas lui. C'est parce qu'on a placé ça juste pour ramener Bouka Olivier sans élection comme président, comme je le disais. Alors, donc je vous disais tantôt que l'acte de saisine, là, lorsque le président a saisi, on dit, bon, il n'y a pas l'article 44, il n'y a pas le parrainage. Et donc ce président, ce vice-président, qui est devenu président, a 48 heures pour désigner encore à nouveau son vice-président. Vous voyez ce que je dis là? Je continue par rapport aux attributions, je parlais de l'attribution. L'article 54.1 dit le vice-président de la République n'est pas membre du gouvernement. Déjà, il ne peut recevoir aucune délégation du président de la République. Mais ensuite, on dit qu'il n'est pas membre du gouvernement. Il représente le président de la République à la demande de celui-ci, article 54.1. Il faut que les gens disent que j'invente des choses. Article 54.1, la Constitution Talon du 7 novembre 2019. Est-ce que ça fait bien, Monsieur le ministre, est-ce que ça fait bien, on ne veut pas vous interrompre, mais de dire chaque fois la Constitution Talon, la Constitution Talon. La loi 2019-40 du 7 novembre 2019. Oui, c'est ce qui est officiellement mis. Mais c'est la Constitution Talon. Je dis la Constitution Talon parce que je vous dis, les députés, ce n'est pas possible. La Constitution de 90, là, ils l'ont tous dit, hein. J'ai vu Joboueno Bénin, là.
Diogno a chanté sur toutes les chaînes, Canal 3, Golf, Radio Tokpa, toutes les radios, tout ça. On ne peut pas changer une virgule de la Constitution. C'est lui qui est aujourd'hui président de la Cour constitutionnelle. Il a été gardé sous. J'ai vu Maître Abraham Zinokwe qui dit que la Constitution a une charge émotionnelle qu'on ne peut pas toucher. Vous me voulez que moi, Gérontin, Agosou Valentin, que moi, aujourd'hui là, écoutez, je suis un énac, que moi, aujourd'hui là, j'accepte que ce qu'on a fait là, que cette Constitution, c'est pas la loi 2019, tout ça là, oui, tu as dit, ça, comment vous appelez ça, c'est du vernis. Mais parce que quand on vote une loi, il faut mettre un numéro. C'est lui qui est le concepteur de cette loi. Vous n'avez jamais vu une constitution, même si ça devrait être même par voie parlementaire, une assemblée sans opposition. Le peuple se limite à ces 82, 83 qu'on a désignés là. Et vous savez dans quelles conditions ils ont été élus? On a même pointé les chars, les armes de guerre sur le peuple. Vous êtes des représentants du peuple. Représentants du peuple. Et pour votre installation, il a fallu sortir des chars, sortir des engins de guerre, dressés contre le peuple pour vous installer en catimini. Et c'est des chars, c'est des motards qui les ont conduits à l'Assemblée nationale. Vous avez jamais vu ça? J'ai été député. C'est dans une fête qu'on vient avec acclamation. Mais on a tenu tout le monde hors de l'Assemblée le jour où on installait la 8e législature. Vous allez m'appeler ça l'Assemblée nationale? Quelle légitimité ont-ils pour pouvoir modifier la loi constitutionnelle? Et ils ont fait. Et comment? La nuit, au moment où tout le monde dormait. Vous n'avez jamais vu, vous, avant que la loi ne soit votée, vous n'êtes pas citoyen béninois? La société civile, les différentes composantes, les fonctionnaires, les travailleurs, les ouvriers, les marchands, les transporteurs, personne, les professeurs d'université, personne n'a vu cette constitution avant que ça ne soit voté. Et vous vous rappelez, même les 2 tentatives auxquelles nous avions fait échec là, c'était pareil, je l'ai dit à l'Assemblée nationale, où on a dit le mois de mars, mais le mois de juillet, oublié, ça a été tel mois était le mois de la révision. Et je l'ai dit même le budget national, qui n'a qu'un an de vie, on prend 3 mois pour l'étudier. Mais on dit, non, on fait ça en procédure d'urgence. Seigneur Jésus-Christ, Dieu du bon sang. Une constitution dit qu'on a révisé en procédure d'urgence. Et vous avez vu comment on a fait les amendements? Bref, c'est pourquoi je dis et je continue de dire que c'est une constitution privée talon. C'est moi avec les attributions là. Oui. Alors, les attributions, oui. Le vice-président de la République, article 54.1, n'est pas membre du gouvernement. Il représente le président de la République à la demande de celui-ci à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national. Il est le grand chancelier de l'ordre national. Bref, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le poste de vice-président, à part la fonction de grand chancelier de l'ordre national, il n'y a plus rien. Parce qu'il ne peut exercer aucune attribution du président. C'est écrit dans la Constitution que le président ne peut rien lui déléguer. Rien alors. Et c'est dit dedans qu'il n'est même pas membre du gouvernement. Donc, de tout ce qu'on a dit là, la seule chose, mais on n'avait pas de grand chancelier de l'ordre national avant. En quoi ça gêne de maintenir l'ancien système où on a un grand chancelier de l'ordre national? Donc, à part le grand chancelier de l'ordre national, le vice-président n'a plus aucune fonction. On dit maintenant que c'est à la demande du président qui peut aller le représenter à l'intérieur ou à l'extérieur. Le président n'a pas de chargé de mission. Donc, le vice-président de la République, à part sa fonction de chancelier de l'ordre national, n'est qu'un chargé de mission de luxe du président de la République. C'est ça la réalité. Donc, l'institution de ce poste n'a pour seul et unique but que de servir de paravent pour l'instauration de la dynastie, pas des jeux de chaises. Je le dis, je le répète, personne ne peut me prouver le contraire. Et si vous avez suivi mon développement et vous lisez leur constitution, c'est ça. Mais comment on peut dire un vice-président de la République qui ne peut pas avoir des attributions de délégués, qui n'est pas membre du gouvernement, qui n'est rien? Donc, la seule chose, c'est, comme je l'ai dit, on va placer quelqu'un là, juste, le temps de faire des élections, on enlève, on amène beaucoup Olivier et on va perpétuer ça. C'est ça la réalité. On peut sauter au ciel, je vous dis c'est la vérité ça. Et puis, le Bénin qui, pourtant, a pris langue pour se révéler au monde entier, dans cette marche que vous jugez déjà de trop erronée, que faire pour que le Bénin retrouve sa marque? C'est la préoccupation partagée par tous. Non, mais justement, on est en train vraiment de révéler le Bénin. Peut-être que vous n'avez pas encore bien compris alors. Vous savez, au moment où le président dit qu'il va révéler le Bénin,
c'est que nous, on avait vu l'aspect positif. On pensait que le Bénin va connaître une ascendance du point de vue économique, du point de vue complètement enracinement de la démocratie, parce que c'est ce qu'il avait dit quand il était candidat. Il avait dit, par exemple, vous les journalistes, là, non, les petits sous que vous avez là, non, vous allez bien gagner. Les enseignants, on dit que tout ce que Yahi faisait en le multipliant leur salaire, tout ça, c'est rien du tout, puis ils vont avoir plus. Le Conseil supérieur de la magistrature, on dit non, vous serez plus indépendants, les juges seront indépendants. On a dit, un État qui ne respecte pas les décisions de justice, c'est un État voyou, tout ça. Et que non, quand on va venir là, on va... Mon Dieu, combien de décisions de justice? Attends pas. Depuis là que monsieur Diavon a eu des séries, et qu'on n'a jamais respecté. Monsieur Komi Kounché, qu'on est en train de pourchasser, ou un peu partout, on dit c'est niette. On a continué. On n'a pas vu récemment qu'un hôtel, Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui nous arrive au Bénin? Quelqu'un qui a son hôtel, un problème privé, l'État s'est immiscé, la Cour africaine a dit, c'est pas possible. On dit non, cette cour-là, désormais, c'est déjà une cour achetée. On est allé à la CCJA. La CCJA donne raison encore. J'attends de voir. Parce que c'est cette même CCJA qui, en notre temps, avait condamné l'État. Et le régime de Yahi dit on ne va pas appliquer. Mais quand il est venu, les premiers juifs, il a fait ça. Donc la révélation dont on parle, là, il est en train de révéler vraiment le Bénin. Il a révélé le Bénin où? Le Bénin qui n'a jamais, depuis 1990, connu des exilés. Lui, il a dit qu'il était exilé. Mais aujourd'hui, vous avez des centaines d'exilés politiques au Bénin aujourd'hui, hors du Bénin. Il a révélé tellement le Bénin où, désormais, avec une cour de répression des infractions économiques, on peut condamner des gens à 20 ans, sérieux, 20 ans, pour des faits non constitués. Il a tellement révélé le Bénin que, pour de simples élections législatives, on a tué des Béninois à balles réelles, on a versé le sang humain. Mes chers amis, est-ce que vous savez que de 1960 à 1972, le Bénin a connu 6 coups d'État? Il n'y a pas eu un seul mort, un seul coup d'État, je vous ai dit. Au point où on appelait le Bénin l'enfant malade de l'Afrique. Mais en 4 ans, on a bientôt 5 ans, on a, à coup de simples élections législatives, on a tué des gens, on a tué en masse. On a même confisqué le corps. On a tellement révélé le Bénin qu'un médecin, professeur de son État, professeur en médecine, a fait un certificat médical pour dire que la dame Prudence, qui a été fusillée dans le dos, au vu au sud de tout le monde, les chaînes internationales ont montré ça, Africa 24, France 24, toutes les grandes chaînes ont montré ça. Un médecin a dit que oui, que ce n'est pas paludisme que cette dame-là est morte. Et jusqu'à présent, le corps est là, on n'a pas rendu le corps. On continue de manipuler le corps. Est-ce que le ministre Garde des Sceaux n'est pas, comme on dit, un peu remonté pour ce qu'il vit avec le tableau qu'il peint, tout en perdant de vue ce que d'aucuns qualifient déjà d'ouverture manifeste, car il n'y a que des cons qui ne changent pas. Aujourd'hui, on a vu un chef d'État qui a tendu la main à son prédécesseur. Il y a effectivement des choses qui se sont passées. On attend le retour de la manivelle qui ne vient pas encore. Mais est-ce que ce ne sont pas là des signes qui poussent à espérer au-delà de tout? Oui, souvent, certains pensent que je suis extrémiste, mais je ne suis pas extrémiste. Moi, j'avais dit au président Talon, devant le président Ombédi, en décembre 2016, il est venu en 2016, quand il est venu pour faire son discours sur l'état de la nation, quand il lui serrait la main, il disait au président Adrien Ombédi qu'il était un ange, mais qu'il y a une transformé en diable. Je lui ai dit non, monsieur le président, c'est parce que je suis opposant, et tout ce que je dis, vous voyez que j'exagère. Je serai demain celui qui vous a le plus aidé. Parce que je ne veux aucun poste. Je ne veux pas être ministre chez vous. Je ne veux pas être directeur. Je ne veux pas, pas au plateau économique pour dire que je vais des marchés. Tout ce que je veux pour vous, c'est que vous gériez correctement le Bénin. Parce qu'en ce moment, il était, c'est en décembre, donc il a eu quelques mois seulement. J'ai dit, c'est vrai, vous êtes devenu président de la République, mais au moins, moi, j'ai plus d'expérience que vous. Au moment où on parlait. Parce que moi, j'ai fait au moins 4 ans au gouvernement, je connais beaucoup de choses. Aujourd'hui, tous ceux qui vous en sens là, ils étaient hier avec Yahi, ils vont revenir. Maintenant, ce président, comme vous l'avez dit, on aurait dû applaudir pour dire qu'il s'est rendu compte des erreurs qu'il a faites et qu'il veut maintenant amender ses torts lorsqu'il dit donner la main à son prédécesseur. Mais dans quel pays, donnez-moi un seul exemple au monde où un ancien président a été traité tel que
le président a traité son prédécesseur. Vous avez, à l'avènement du président Talon, il y a déjà eu une réconciliation à Abidjan. Il y avait Faure, le président Faure et Adema, c'est bien ça, de Togo, et le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, où on a monté ça. Mais ça n'a pas empêché ce président qui... Ce président, celui qui l'a remplacé, était au pouvoir, lui il a fui le pays, il est passé par tout le monde, on lui a dit de venir, il est venu, il a été candidat, il a été élu, celui-là lui a passé service. Mais il ne s'est pas empêché de le gazer avec le président Soglou, qui est aussi un ancien président, notre premier président de l'ère démocratique, avec la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale. Il est à gazé. Ça ne se passe nulle part au monde. Ce sont les policiers, ce n'était pas Patrice Talon. Mais monsieur le ministre... Très bien. Non, très bien. Ça, vous m'avez rappelé quelque chose. Vous avez relisez l'article 56 et 57 de notre Constitution. Le président de la République est le chef de l'administration publique, de la police, de l'armée. Vous pensez que cela peut se retrouver au marché sans l'ordre de leur hiérarchie? Les premiers responsables, en principe, c'est les patrons de la police et autres, Valentin Dionanté Agosso. Les patrons de la police dépendent de qui? Vous pensez qu'on peut poser un acte aussi grave si ces patrons de la police n'ont pas le soutien, n'ont pas les consignes du président de la République, qu'on puisse aller taper? C'est un peu comme si aujourd'hui, Hollande, ou je ne sais pas qui, va sortir et Macron va envoyer la police pour le tabasser dans la rue. Vous pensez que ça peut se passer? Monsieur le ministre, on considère que vous êtes dans le vrai, mais vous l'avez affirmé tout à l'heure, même les guerres les plus atroces finissent autour d'une table. Alors, qu'est-ce qui vous pousse, vous, à croire que le Bénin n'est pas là, déjà, à l'heure de la réconciliation? Mais non, vous savez, on dit, en fond, vous m'excusez d'utiliser de temps en temps le fond, et donc, nous, je n'en veux pas alors closing ou un condo. C'est-à-dire, lorsque vous allez à un festin, c'est-à-dire, il doit avoir une bonne gastronomie, c'est à partir de l'eau, comment vous appelez ça, l'eau qu'on vous a servi pour vous laver les mains. Elle est comment cette eau-là actuellement? Quand c'est de l'eau polluée, de l'eau trouble, mais ne vous attendez pas à un bon repas. Expliquez. Le trouble est à quel niveau? Il peut y avoir des convives qui aient la main sale, Valentin Dionanté Agosso. Pardon? Il peut y avoir sur le terrain des convives qui aient la main sale. Donc, ils ont la main sale, ils vont se laver encore les mains avec de l'eau sale. Non, mais la question à quel niveau, monsieur Valentin Dionanté? Juste, voilà. Et que vous savez, aujourd'hui, c'est-à-dire, vous m'excusez, c'est-à-dire, c'est une plaie béante. D'accord. Le Bénin a seulement 2 présidents, anciens présidents vivants. Si vous devez conclure, vous diriez quoi? Ah non, la conclusion, quelle conclusion? Laissez-moi finir ce que je veux dire là. On a épuisé les 2 présidents, c'est Soglo. Vous voyez comment il est traité? On lui a coupé même le courant, on m'a donné tout ça là. On ne sait pas s'il existe. Même celui qui est mort, on lui en veut tellement qu'on allait même détruire sa maison. Maintenant, celui-là est allé encore enfermer le président Yahi pendant 54 jours. Et vous croyez qu'il va vraiment respecter? Encore que déjà, son parti, FCBE, qu'on a pris dans son giron, le nouveau parti qui est en formation, où il est même membre, on a dit que 2 semaines, on va donner le récépissé, on n'a pas encore donné. Vous pensez que cela avait fait vraiment des comptes? Mais le problème, déplaçons sur ce problème-là. La réconciliation aujourd'hui, ce n'est pas entre Yahi et Talon. C'est-à-dire, Talon a fait suffisamment de mal au peuple béninois. Toutes les femmes qui ont été cassées du bord des voies, les jeunes qui ont été renvoyés de la SONAPRA, de CAIA, tout ça là. Même cette crise, au point où les sociétés, les banques ont commencé même pas à licencier le personnel. Les enseignants, 500 et quelques qu'on a licenciés pour une question d'évaluation. Aujourd'hui, partout on passe là, on voit que tout le monde est voleur. Les ministres sont voleurs, les députés sont voleurs, les directeurs d'école sont voleurs, les douaniers sont voleurs, les gendarmes sont voleurs. Monsieur le ministre, il paraît que le temps est complètement parti. Oui, on va devoir rendre l'antenne, vous diriez? Pour conclure, la porte de sortie pour préserver l'unité nationale, la concorde sociale, la paix et sauver le Bénin, c'est d'abroger, comme l'a demandé la Cour africaine, toutes les lois, d'abord d'abroger les lois portant constitution et code électoral en République du Bénin, toutes les lois liberticides et chrysogènes, d'auditer le fichier électoral, l'actualiser dans un esprit consensuel,
et de convoquer une assise nationale inclusive. Ce n'est pas le folklore qu'on a fait la fois dernière. De toutes les forces vives de la nation pour débattre des questions prioritaires de la République, au fin de restaurer les acquis démocratiques, l'état de droit, les droits humains, les libertés publiques, pour pouvoir engager un développement économique, social, inclusif, durable et certain. Ne pas faire ça et foncer la tête pour dire qu'on veut aller à une élection, tout ça, ça ne donnera rien. Et je vous merci à vous, monsieur le ministre. Au plaisir de vous retrouver un de ces jours. Landry Salanon, merci d'avoir été là. Chers téléspectateurs, oui, ce sera tout. À très bientôt.